Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. L'économie autrement, c'est facile et à la portée de tous. Avec Jérôme sur Radio Grand Lac. 18h16, l'économie autrement, c'est votre nouveau rendez-vous avec l'économie sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous, soyez vraiment les bienvenus pour 30 minutes qui vont et qui doivent vous aider à mieux comprendre simplement le monde économique dans lequel nous vivons. Ce sera donc tous les mardis de 18h15 à 18h45, une fois sur deux, sur Radio Grand Lac. Alors oui, c'est vrai, vous allez peut-être me le dire, eh bien il existe déjà une émission économique sur Radio Grand Lac. Il s'agit de Un jour, un lac, un entrepreneur, animé par le brillant Pierre-Luc qui reçoit des acteurs économiques. Alors ici, je laisserai davantage la parole à des profils universitaires pour vous aider à mieux comprendre, à décortiquer, à décrypter le monde dans lequel nous vivons. Et c'est vrai qu'on a le sentiment que le monde dans lequel on vit, eh bien, il est de plus en plus compliqué à comprendre. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous intéresse toutes et tous. Peut-être que vous rentrez du travail, peut-être que vous avez été faire le plein de carburant, peut-être aussi que vous venez d'aller faire vos courses et vous vous en êtes sans doute rendu compte. Eh bien, ça coûte de plus en plus cher. Eh bien oui, l'inflation a atteint en février 6,2% sur un an d'après l'INSEE. C'est vraiment des niveaux très élevés. Alors, on va se demander dans cette émission, eh bien, c'est quoi justement l'inflation ? Est-ce que le fait qu'on augmente les prix d'un mois sur l'autre, c'est de l'inflation ? On va aussi se demander quelles sont les causes de l'inflation. Est-ce que l'inflation, elle est provoquée ou est-ce qu'au contraire, elle est plutôt subie ? Et puis, en fin d'émission, on se demandera s'il y a quand même des solutions pour venir pallier cette inflation. Et pour en parler, eh bien, on reçoit une docteure en économie. Elle est également enseignante à l'IAE Savoie-Mont-Blanc et elle est aussi chercheuse associée à l'IREG. C'est l'Institut de recherche en économie et en gestion à l'Université Savoie-Mont-Blanc. Cette invitée, c'est Bénédicte Serbini. Bonjour Bénédicte. Bonjour Jérôme. Vous êtes effectivement avec nous quand je dis que vous êtes experte et docteur en économie. Ça vous convient comme appellation ? Docteur en économie, oui. Experte, ça dépend des sujets en économie. Alors là, en tous les sujets. Oui, alors en tous les cas, là, vous êtes experte, c'est pour ça qu'on vous invite. Alors, on parle de l'inflation. On dit que l'inflation, finalement, c'est la hausse des prix. Tout le monde pense connaître l'inflation. Est-ce que, finalement, à partir du moment où on a une hausse de prix d'un mois sur l'autre, est-ce qu'on peut parler d'inflation ou est-ce que c'est un peu plus compliqué que ça quand même ? C'est un petit peu plus compliqué que ça. En fait, il suffit pas d'avoir une augmentation des prix qui va concerner quelques produits d'un mois à l'autre pour dire qu'il y a de l'inflation dans l'économie. L'inflation, en fait, c'est la perte de pouvoir d'achat de la monnaie. Avec 100 €, vous pouvez acheter X produits. Si les prix augmentent, avec 100 €, vous en achèterez moins. Donc, c'est la perte de pouvoir d'achat de la monnaie et donc, ça se traduit par une augmentation générale et durable des prix. Donc quand on dit durable, c'est sur plusieurs mois, c'est ça ? C'est sur plusieurs mois, ouais. Et quand on dit général, ça touche l'ensemble de l'économie. Et on fait une différence entre l'inflation et l'inflation sous-jacente. Alors on va pas être trop dans les débats techniques, mais ça veut dire quoi en fait ? En fait, les chiffres de l'inflation qui sont communiqués dans les médias sont ceux de l'inflation tout court, qui sont mesurés par l'indice des prix à la consommation, donc consommation des ménages, on y reviendra peut-être après. Oui. Et puis, à côté de ça, vous avez ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente, qui est une inflation qui est corrigée, parce qu'on sait que la conjoncture, elle a beaucoup d'impact en fait sur l'économie. Typiquement, vous avez une augmentation des prix de l'énergie qui est liée au conflit en Ukraine. Pardon. Et du coup, ça va avoir une incidence sur les prix de l'énergie, donc sur l'inflation. Donc en fait, on vient quoi ? On vient corriger l'inflation sous-jacente. Ouais. C'est une inflation qui est corrigée. On va éliminer les prix qui sont soumis à l'intervention de l'État. Donc gaz, électricité, tabac, par exemple. Et on va aussi enlever les prix qui sont considérés comme très volatiles, typiquement les matières premières. Ok, pour pas mettre tout et n'importe quoi, entre guillemets, dans le calcul de l'inflation, c'est ça ? Donc l'inflation sous-jacente, ça retrace, on va dire, plutôt l'inflation structurelle. Ok, et aujourd'hui l'inflation, alors, elle est à combien ? Alors l'INSEE a publié sa dernière estimation ce matin, donc on a 6,2% pour février 2022, donc sur un an, donc février 2021 à février 2022. Ce qui est quand même beaucoup.
ce qui est beaucoup, qui est largement supérieur à ce qui est visé en zone euro. Donc la cible est déterminée par la Banque Centrale Européenne. On a 6,2%. Sur ces 6,2%, la progression est essentiellement due à la progression des biens alimentaires, puisque les biens alimentaires ont progressé de 14,5%. Et donc on est à 6,2% au mois de février sur un an, Ouais. alors qu'on était quand même à des taux d'inflation qui étaient quand même très bas ces dernières années. On était proche de 0, voire 1%. Depuis 2008 jusqu'à, on va dire, la sortie, jusqu'avant le Covid, parce que le Covid biaise énormément, la pandémie a biaisé énormément de choses, on était effectivement sur des taux d'inflation qui étaient historiquement bas. Et question, alors est-ce qu'on est meilleur que les autres? Est-ce qu'on se compare aux pays européens? Est-ce qu'on est plus faible ou est-ce qu'on est plus élevé? Alors, si on regarde les chiffres en zone euro, si on prend de janvier 2022 à janvier 2023, pour la France, on partait de 3,3%, on est à 7. Pour l'Allemagne, ils étaient à 5,1, ils sont à 9,2. Et pour l'Italie, ça donne 5,1 à 10,7. Ok, donc tout le on est monde a parti de plus augmenté, bas, c'est ça. mais là, on a une progression aussi plus faible. D'accord. Et comment on l'explique finalement, on a une progression de l'inflation plus faible que les autres, alors que quand on va faire ses courses ou quand on fait son plein de carburant, on a l'impression que ça coûte toujours de plus en plus cher. Ça s'explique par les actions qui ont été mises en place par le gouvernement, notamment sur les prix d'énergie. Il y a un bouclier tarifaire qui n'existe pas, par exemple, dans un pays comme l'Allemagne, où les factures du gaz ont très fortement augmenté. On n'est pas du tout dans les mêmes proportions. Ça s'explique également par essayer de modérer l'augmentation du prix de l'essence à la pompe, donc de faire appel aux compagnies, compagnies qui raffinent le pétrole, type Total. Oui. Voilà. Donc l'État en fait est intervenu pour modérer cette inflation, Ouais. même si les gens qui nous écoutent à la radio là en ce moment se disent mais en fait ils sont en train de nous dire qu'ils ont modéré les prix, mais moi j'ai pas l'impression que les prix aient été modérés. Après, on est dans une économie de marché et l'État peut pas obliger les entreprises à plafonner les prix si elles n'ont pas envie de le faire. C'est un petit peu comme pour les salaires. Si les entreprises veulent pas augmenter les salaires, Certains le disent que oui, certains disent qu'on peut plafonner les prix. Ouais. on sort d'une économie de marché. Après, c'est un autre débat. Exactement. Alors, on va revenir à l'inflation. Et donc là, vous nous avez dit 6,2% d'inflation. Vous nous avez expliqué que, effectivement, c'est quand même un coût non négligeable pour les ménages. Comment on calcule justement cette inflation ? Alors, l'indice des prix à la consommation, c'est donc l'outil dont on se sert quand on dit 6,2%, c'est l'indice des prix à la consommation qui est égal à 6,2%. En fait, l'INSEE va construire un panier représentatif de biens et de services, donc représentatif de la consommation des ménages. Et quand je dis représentatif, c'est 200 000 prix qui sont collectés 200 par 000 mois. prix qui sont Voilà. collectés par mois pour faire le taux de d'inflation. biens et de services sur l'intégralité du territoire français, y compris outre-mer. Donc c'est pas quelque chose qui est fait comme ça. Non, c'est pas à la 3 va-vite. biens et 2 services. Voilà, c'est vraiment ça essaye d'être le plus représentatif possible. C'est une moyenne qui est pondérée. Donc, par exemple, les produits alimentaires comptent pour 15,8% de l'indice. Ensuite, vous avez le logement qui compte pour 15,3% et vous avez le transport qui vient pour 13,3%. Les poids peuvent changer parce que les habitudes des consommateurs changent avec le temps et les produits peuvent changer. Typiquement, pendant la pandémie, Oui. on a mis dans le panier de référence typiquement les masques sanitaires, le Eh ben gel oui, hydroalcoolique. Les fameux masques. Parce qu'on a tous acheté des masques, on a tous acheté du gel hydroalcoolique, chose qu'on ne faisait pas du tout avant la pandémie, donc il fallait en tenir compte dans le calcul. Ok. Donc c'est un indice qui est révisé très régulièrement. Et pour conclure, c'est déjà cette première partie parce que le temps passe très vite. Finalement, on a parlé d'inflation, on a dit le montant, donc 6,2, enfin le taux, 6,2% pour le mois de février. On a fait un comparatif par rapport aux autres. Finalement, on est un petit peu dans la moyenne quand même européenne. Néanmoins, ces chiffres-là, ils sont un peu supérieurs quand même malgré tout à ce qu'on pouvait imaginer. Alors, on est dans la moyenne. Oui et non, dans le sens où la moyenne pour la zone euro décembre 2022, elle est aux alentours de 10%. Donc on est un petit peu en dessous. On est quand même en dessous. On fait
partie plutôt des bons élèves. Compte tenu de l'actualité économique, on s'en sort pas si mal. Ce qu'il va falloir voir par la suite, c'est quand les mesures prises par le gouvernement vont s'étioler, vont un petit peu disparaître, voir s'il y aura un effet de rattrapage ou pas. Eh ben, on en parlera peut-être dans la troisième partie de cette émission et dans la deuxième partie, juste après la petite pause musicale à 18h26 sur Radio Grand Lac. On va se demander justement après la pause, quelles sont les causes finalement de cette inflation. On en parle juste après. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. L'économie autrement, c'est facile et à la portée de tous. Avec Jérôme sur Radio Grand Lac. 18h30 sur Radio Grand Lac, l'économie autrement, c'est effectivement votre nouveau rendez-vous avec l'économie. Si vous nous rejoignez, eh bien, on est en compagnie de Bénédicte Serbini, qui est docteur en économie, enseignante à l'IAE Savoie-Mont-Blanc et chercheuse associée à l'IREG, c'est l'Institut de recherche en économie et en gestion à l'Université Savoie-Mont-Blanc. Et aujourd'hui, eh bien, on parle d'inflation, cette inflation qui pollue un petit peu notre vie ces dernières semaines, ces derniers mois. Quand on va faire son plein de carburant à la pompe, quand on va faire ses courses ou quand il faut remplir sa cuve de fioul, ça coûte cher. Et on va voir justement pourquoi ça peut coûter parfois aussi cher. Alors avec nous, Bénédicte Serbini, est-ce que vous pouvez nous donner les causes de l'inflation et notamment peut-être une cause principale? Pourquoi il y a de l'inflation? Donc il y a 4 grandes causes qui expliquent l'inflation. La première, ce sont les coûts de production. Donc, dans les coûts de production, on va retrouver la masse salariale, les salaires. Et puis, on va retrouver également toutes les consommations intermédiaires, tous les biens et services dont on a besoin pour produire un bien final. Donc, ça veut dire que l'entreprise répercute ses charges sur les prix payés par le consommateur. Là, typiquement, on est dans un cas de figure où ce qui a fortement augmenté pour les entreprises, c'est le coût de l'énergie. Si elles veulent garder le même taux de marge, il faut qu'elles augmentent leur prix de vente. Ouais. Tout simplement. Ça paraît logique, voilà. Effectivement. Alors après, il y a des entreprises qui peuvent supporter des dégradations de taux de marge, d'autres beaucoup moins. Toutes les entreprises ne sont pas égales face à cela. Mais du coup, l'une des premières explications, ce sont la hausse des coûts de production. Et en ce moment, typiquement, le coût de l'énergie est une explication de l'inflation. Et il y a une deuxième raison aussi, on y pense peut-être moins, mais elle est quand même importante, c'est après le Covid, il y a eu des déconfinements, il y a eu des reprises de consommation, y compris au niveau international, et forcément, qui dit hausse de la demande, dit hausse des prix. Oui, la demande est également un facteur qui explique l'inflation, puisque quand vous avez davantage de revenus qui sont distribués dans l'économie, ou que vous sortez d'une pandémie, les gens vont recommencer à consommer, ou s'ils ont plus de revenus, ils peuvent davantage consommer. Et en fait, l'offre des entreprises, à court terme, elle est assez fixe. D'ailleurs, une entreprise ne peut pas doubler sa capacité de production en un mois. Sa capacité de flexibilité est réduite. Voilà, elle est réduite. Donc, du coup, vous allez avoir une demande qui est plus importante que l'offre. Les entreprises vont pas pouvoir répondre directement. Et du coup, vous avez une augmentation des prix. Est-ce qu'il y a un peu de spéculation quand même aussi dans cette inflation? C'est-à-dire que finalement, il y a une reprise de l'activité mondiale. Est-ce qu'il y a des entreprises qui en profiteraient pour effectivement peut-être augmenter davantage les prix que ce qu'il faudrait? Je dis pas que ça n'existe pas. Maintenant, on n'a pas de preuves pour affirmer ce propos-là. On sait par contre que les marchés de matières premières sont des marchés qui sont très spéculatifs, puisque vous avez 2 types d'agents en fait sur les marchés de matières premières. Vous avez en gros les négociants de produits physiques, la personne qui va aller acheter du coton par exemple au Bali et qui va chercher à vendre ce coton à une entreprise textile, je sais pas, par exemple en Asie. Cette personne-là, entre le moment où elle achète le coton et le moment où elle est livrée, elle prend un risque. Et ce risque, elle cherche à s'assurer contre. Du coup, elle va passer par les marchés financiers pour s'assurer contre ce risque, puisque les compagnies d'assurance n'assurent pas ce type de risque, il n'est pas quantifiable. Donc ce que vous voulez dire, c'est que toutes ces compagnies pétrolières... Ouais. Et les marchés financiers, sur les marchés financiers, vous avez des agents, des traders, qui vont... Un gros mot, généralement. Un gros mot, mais... qui vont chercher à acheter, vendre pour réaliser des plus-values et qui peut
leur comportement, eux, peut expliquer la spéculation. Et justement, il y a eu cet questionnement peut-être de consommateurs qui se sont dit quand je vais faire mon plein à la pompe en ce moment, on a un baril de Brent, le baril de brut de pétrole qui a plutôt baissé, mais pour autant on a des prix qui sont assez encore élevés. Est-ce que la spéculation pourrait être une des explications ou est-ce que c'est quand même plus compliqué que ça ? C'est plus compliqué que ça, surtout qu'en ce moment sur le marché du pétrole, on peut pas dire que ça a pu arriver parfois, mais on peut pas dire qu'en ce moment le marché soit très concerné par des phénomènes spéculatifs. D'accord. Donc si on paye le prix, c'est qu'a priori il faut le payer à ce niveau-là. Oui. Donc on a dit l'inflation c'est lié au coût, donc coût de production, charge de production, qu'on répercute effectivement aux consommateurs. Il y a la hausse de la demande aussi. Après le Covid, on a déconfiné, on a repris la consommation au niveau international et y compris en France. Il y a une troisième raison, c'est la monnaie. On n'y pense peut-être pas, mais la monnaie influence aussi, la quantité de monnaie influence l'inflation. Ouais, quand on distribue quand on met davantage de monnaie en circulation dans l'économie, généralement, on le fait pour relancer l'activité économique. Et ça, c'est pas lié à la France ? Non, c'est pas lié à la France puisque la politique monétaire, en tout cas en zone euro, est décidée par la Banque centrale européenne. Donc, quand la Banque centrale européenne estime que l'activité économique est peut-être trop faible en zone euro, elle va chercher à relancer l'activité économique. Elle est susceptible de mettre en place des politiques qui vont favoriser le crédit, donc rendre le crédit en fait moins cher pour que consommateurs et entreprises contractent davantage de crédit pour pouvoir consommer derrière. Donc ça veut dire que c'est lié à l'offre d'argent qui est faite sur le marché, donc c'est intimement lié aux banques aussi. Plus les banques accordent de crédit, plus il va y avoir d'argent en circulation. Voilà. Il faut que pour que la décision de la Banque centrale européenne soit opérationnelle, il faut effectivement un intermédiaire qui sont les banques qu'on connaît tous. Il faut que les banques répercutent la politique de la Banque centrale. Et là, en ce moment, on a plutôt une raréfaction quand même du crédit. On a resserré le robinet, entre guillemets. Parce qu'il y a de l'inflation. Parce qu'il y a de l'inflation, justement. Mais c'est pas ça qui a provoqué l'inflation. Non. Là, on a une inflation qui s'est écartée durablement de ce qui est ciblé par la Banque centrale européenne. C'est un peu moins de 2% à moyen terme. Et du coup, de manière assez logique, elle a décidé de faire en sorte qu'il y ait moins de crédits distribués dans l'économie. Alors, on résume. Les causes de l'inflation, donc c'est le coût, c'est les charges de production. On a donc dit que c'est la hausse de la demande. On a dit également que c'est le cours de la monnaie, la quantité de monnaie, effectivement, qui influence. Il y a une dernière raison aussi, vous m'avez dit, c'est la dépendance ou la relation qu'on a avec ce qu'on achète à l'étranger. Et c'est vrai que nous, en France, on a une particularité. Ceux qui étudient l'économie le savent très bien. En France, on importe beaucoup plus qu'on exporte, et en particulier on importe énormément de pétrole, de gaz, et finalement ce que vous me disiez quand on préparait cette émission, on importe de l'inflation. Oui, alors on importe de l'inflation effectivement, puisque quand vous avez des prix qui augmentent et que c'est bien vous les achetez à l'étranger, vous allez importer de la hausse des prix. Alors c'est vrai que la France importe plus que ce qu'elle exporte, c'est structurel, c'est vrai depuis à peu près 2004-2005. Par contre, la France échange essentiellement avec des pays de la zone euro. D'accord. Donc le taux de change a assez peu d'importance, sauf sur le pétrole et le gaz, oui, c'est parce qu'on le facture en dollars, et quand l'euro cote très bas, ça nous coûte très cher. On est d'accord. C'est vrai qu'on importe, pour l'instant, on ne produit pas beaucoup, voire pas du tout de pétrole, ni de gaz, mais en tout cas pas suffisamment pour la qu'on puisse production de pétrole en France, parce qu'il y a quelques puits en France, oui. C'est 1%, c'est ça. Je crois, de nos besoins. Donc, on est importateur net d'énergie, mais c'est vrai pour toute la zone euro. Voilà, c'est déjà la deuxième partie de cette émission. Vous allez rester avec nous sur Radio Grand Lac, puisque dans une troisième partie, on va se demander les solutions qui existent pour lutter contre l'inflation. À tout de suite, restez avec nous sur Radio Grand Lac. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. L'économie autrement, c'est facile et à la portée de tous. Avec Jérôme sur Radio Grand Lac.
Bénédicte Serbini est toujours avec nous, docteur en économie, et on parle ce soir à 18h42 et quelques secondes. On parle d'inflation. Alors l'inflation, on a vu qu'elle était à 6,2% sur un an. On a vu qu'il y avait des raisons assez précises, que cette inflation était subie et non voulue. Mais derrière, on va se demander quelles sont les solutions. Est-ce qu'il existe des solutions miracles? Est-ce qu'il y a une possibilité de lutter contre l'inflation? C'est la question que j'ai envie de vous poser, Bénédicte Serbini. Que peut faire l'État? Que doit faire l'État pour lutter contre l'inflation? Alors l'État, il a deux outils à sa disposition. Premier outil, c'est la politique budgétaire. Quand vous avez de l'inflation, c'est que finalement vous avez une demande qui est supérieure à l'offre. Donc il faut essayer de ralentir la demande des consommateurs, la demande des entreprises. Donc c'est de freiner la demande? C'est de freiner la demande. Concrètement, ça peut passer, si je raisonne juste sur les ménages, il faut faire en sorte que les ménages aient moins de revenus pour dépenser. Donc ça peut passer par exemple par une augmentation des taxes. D'accord. Augmenter le poids des impôts. Ouais, ça participe à réduire ce qu'on appelle le revenu disponible. Donc c'est des mesures qui sont pas très populaires, mais ça participe à freiner la demande. Par exemple. Autre solution, baisser les salaires peut-être? Vous pouvez effectivement modérer les salaires, c'est ce qu'a fait l'Allemagne. Alors très mauvaise idée pour tous ceux qui nous écoutent, bien sûr. Alors l'Allemagne n'avait pas baissé les salaires, a modéré les salaires au début des années 2000 pour regagner en compétitivité prix, pour que ces entreprises puissent exporter davantage. C'est une modération qui a duré très très longtemps. Où effectivement il n'y a quasiment eu aucune augmentation de salaire ce qui n'est sur pas une dizaine d'années. Forcément le réflexe d'ailleurs d'un État, parce que quand il y a de l'inflation, l'État a plutôt tendance, ou en tout cas on attend de l'État à ce qu'il augmente les salaires ou les minima sociaux par exemple. Est-ce que c'est une bonne idée justement? Ou est-ce que certains disent que ça peut alimenter justement l'inflation d'augmenter les salaires et d'augmenter les minima sociaux? À un moment donné, vous ne pouvez pas non plus aller contre une certaine augmentation des salaires parce qu'encore une fois, l'inflation, c'est la perte de pouvoir d'achat de la monnaie. Donc il faut un minimum vital pour vivre. Il faut quand même un minimum vital pour vivre. Donc il y a une augmentation des salaires, c'est assez logique. On sait qu'en France, les salaires sur les dernières années ont assez peu progressé. C'est particulièrement vrai de la fonction publique, mais ça l'est également dans le privé. En fait. Donc, après, l'indexation, c'est encore autre chose, parce que l'indexation, ça fait naître ce qu'on appelle une boucle prix-salaire, qui peut entretenir une inflation toujours plus grande. Ça veut dire quoi, indexation, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent? Indexation, ça veut dire que quand l'inflation augmente par exemple de 6,2%, vous allez augmenter les salaires de 6,2%. Si l'inflation augmente de 3%, vous augmentez les salaires de 3%. Pour conserver le pouvoir d'achat. Alors, il y a certains revenus qui font l'objet d'une indexation, mais certains revenus, certains... Je vais y arriver. Certaines situations, voilà. Mais il n'y a plus d'indexation comme dans les années 60-70 total. Et en France, alors, on a fait quoi justement ces derniers mois, ces dernières semaines? Est-ce qu'on a favorisé l'augmentation des salaires? Est-ce qu'on a augmenté les minima sociaux? Qu'est-ce qu'on a fait concrètement? On a essayé de colmater les brèches, notamment en distribuant des chèques énergie, par exemple. En abaissant à un moment donné, alors là c'était plus lié au Covid, mais en prenant des décisions en faveur des repas étudiants, où on a mis les repas pendant un temps à 1 euro, puisqu'on avait beaucoup d'étudiants qui étaient en très grande difficulté. Donc c'est plus des petites mesures à droite, à gauche, pour essayer d'accompagner la population dans cette période-là, mais il n'y a pas eu de grandes mesures budgétaires pour contrer l'inflation. Il y a des boucliers tarifaires qui existent sur l'énergie, par exemple. On se rappelle aussi des aides sur le carburant, le fait que l'État prenne en charge quelques centimes sur le prix du carburant. Mais une fois que vous avez plus l'aide, ça change pas le problème. Ça revient comme avant. Ça revient comme avant, en fait. Il n'y a pas de solution miracle, en fait, c'est ce que vous nous dites. Ouais, voilà. Alors là, on parle d'une politique budgétaire, c'est-à-dire l'État, en gros, qui sort le porte-monnaie, qui sort le carnet de chèques pour venir en aide aux individus. Mais est-ce qu'il peut aller jusqu'à plafonner, voire même bloquer des prix? Est-ce que c'est faisable dans une économie comme la nôtre? Techniquement, c'est faisable. Après, on est dans une économie de marché, ce qui veut dire que les prix sont définis en grande partie par la loi de l'offre et de la demande. Un État
dans une économie de marché, un État qui aujourd'hui déciderait de plafonner par exemple 50% des prix, sortirait quand même du contexte de l'économie de marché. C'est quelque chose qu'il payerait à l'international. Enfin, C'est-à-dire ? On ne vit pas dans un monde sans relation avec le reste du monde et on serait fortement sanctionné par les opérateurs sur les marchés financiers. Mmh. Et peut-être aussi par les institutions européennes Aussi. Ouais. Donc on voit finalement, quand on parle de politique économique, ça dépend aussi bien entendu des orientations politiques des pays et notamment d'un gouvernement. Mais c'est vrai que on l'a entendu dans le débat ces dernières semaines, le fait qu'on pourrait bloquer les prix et que ça pourrait être une solution. Le gouvernement même y pense, puisqu'il y a des réflexions autour d'un panier anti-inflation. Ça a été fait dans d'autres pays. Voilà. Mais après, ça crée quand même énormément de biais. Parce que vous pouvez avoir des biens finalement dont les prix sont quand même totalement déconnectés de la réalité. Donc la solution, c'est que l'État intervienne, vous l'avez expliqué, à travers une politique budgétaire. Pour les entreprises aussi, l'inflation, elle a des conséquences concrètes en matière notamment de coûts de production qui bondissent. Et souvent, la conséquence derrière, on est obligé de répercuter le prix aux consommateurs. On l'a vu notamment pour les boulangers qui nous ont dit « je paye le prix du blé de plus en plus cher à cause de la guerre en Ukraine et je suis obligé de majorer de 5 ou 10 centimes le prix payé par le consommateur ». Mais ça a été reproché au gouvernement. Les actions du gouvernement se sont plus orientées vers les ménages que vers les entreprises. Du coup, les entreprises, en moyenne, ont été moins aidées que les ménages. Et donc, le conseil pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, peut-être vous êtes artisan ou peut-être que vous êtes petit commerçant ou petites entreprises, le conseil, c'est quoi ? C'est de revoir ses sources d'approvisionnement, c'est ça ? Ça fait partie des pistes de réflexion, effectivement, de revoir ses sources d'approvisionnement. Peut-être plus facile à dire qu'à faire, d'ailleurs. Plus facile à dire qu'à faire parce qu'en ce moment, effectivement, on a des prix de l'énergie qui sont très élevés et on a une dépendance vis-à-vis de l'énergie. Mais entre 2014 et janvier 2016, le prix du pétrole a été divisé par 3. Et du coup, les coûts de l'utilisation de l'énergie revenait très très peu cher. On était plutôt gagnant. 18h49, si vous nous rejoignez sur Radio Grand Lac, c'est l'économie autrement et on a envie de vous donner à vous toutes et tous, auditrices et auditeurs, un dernier conseil. Quel conseil on peut donner à tous les Aixois, les Chambériens, les Savoyards qui nous écoutent pour peut-être optimiser son budget quand il y a de l'inflation? C'est quoi le premier conseil? Il faut avoir la calculette dans sa poche, il faut gérer son budget autrement. Quel conseil on peut donner? Ce qu'on observe chez les ménages, c'est que lorsqu'il y a une inflation qui est relativement élevée et dont on pense qu'elle va perdurer, c'est que les ménages vont commencer un petit peu à changer les produits qu'ils achètent. Donc, je ne sais pas, vous achetez des pâtes Garofalo, vous allez finir par acheter des pâtes distributeurs. Vous allez me diviser par 3, en gros, le prix des pâtes, voire pas 4, ce qui n'est pas rien. Et puis, ça, c'est généralement ce qu'on observe dans un premier temps. Et après, dans un deuxième temps, et là, ça devient un peu plus grave pour l'économie. Bien évidemment, pour les personnes qui le vivent, mais pour l'économie dans son ensemble, c'est que les agents vont moins acheter. Et parfois même des privations aussi. Oui. On a même des personnes qui sautent des repas. Ça existe aujourd'hui. Donc là, je parle en moyenne pour l'économie. On n'en est pas encore à ce stade-là, même s'il y a des catégories de personnes qui peuvent le vivre. Oui, et ce chiffre qui a été révélé d'ailleurs il y a quelques heures, 2,4 millions de Français qui vivent de l'aide alimentaire. C'est 3 fois plus qu'il y a 10 ans. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous interpelle et qui ne nous laisse pas indifférents dans ce contexte d'inflation, bien sûr. Oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Bénédicte Serbini. Je rappelle que vous êtes docteur en économie, enseignante à l'IAE Savoie-Mont-Blanc et chercheuse associée à l'IREG, l'Institut de recherche en économie et en gestion à l'Université Savoie-Mont-Blanc. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio Grand Lac. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que cette première émission vous a plu. Il y en aura d'autres, bien sûr. L'économie revient tous les 15 jours, le mardi à 18h15 sur Radio Grand Lac. Passez une très très belle soirée. Il est 18h51 sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac.